Vous vous êtes déjà demandé si vous étiez vraiment humain? Ou même juste ce que ça signifiait réellement d'être humain? Genre, est-ce qu'il suffit d'appartenir à l'espèce humaine ou est-ce qu'il faut avoir un ensemble de valeurs morales? A priori, la première réponse semble être l'évidence. On est humain ou on ne l'est pas. Pourtant, certaines œuvres s'amusent à aller plus loin, en remettant justement en question nos évidences et nos certitudes les plus profondes. Dans cette vidéo, donc, on va plonger au cœur d'une série de questionnements concernant notre rapport à l'humanité. Et pour faire ça, je vais m'appuyer sur la liste d'œuvres que vous voyez à l'écran. Ces œuvres ont toutes un point en commun dans la construction de leur univers. En fait, d'une manière ou d'une autre, l'espèce humaine telle qu'on la connaît est menacée par une autre espèce, qui va agir comme prédateur naturel aux hommes en les chassant et tuant tel du bétail. Les différents auteurs vont donc utiliser ce même postulat pour plonger au cœur de la psychologie humaine, et c'est ça qui m'intéresse ici. Alors aujourd'hui, on va voir comment ces œuvres discutent de la frontière entre la monstruosité et l'humanité d'une créature, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un prédateur. Histoire de bien structurer mon propos, je vais le couper en deux grosses thématiques. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'humanité en tant qu'espèce, ce sera une analyse globale et extérieure de la chose, et puis dans un second temps, on va passer sur une analyse plus individualisée. En gros, on va décortiquer l'humain de l'intérieur. Ah oui, et je vais être obligé de spoiler à certains moments, donc je vous ai fait un petit code couleur histoire de vous donner une idée d'à quel point je vais vous ruiner les différentes œuvres. En rouge, c'est celle dont je vais révéler un élément scénaristique important. Donc pour celle-là, je vous préviendrai toujours avec une alerte en plus de vous donner le timecode auquel aller pour sauter le spoil. Si c'est en orange, j'estime que c'est pas un trop gros spoil, genre je vais juste parler de la psychologie d'un des personnages ou un truc comme ça. Et puis, si c'est en vert, vous êtes tranquille, vous avez pas de soucis à vous faire. Voilà, au moins comme ça, vous êtes prévenus, je veux voir personne se plaindre en commentaire. Bref, l'intro est déjà bien assez longue comme ça, alors sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour bien démarrer, on se doit de parler d'abord de la base sur laquelle se construisent ces histoires, à savoir l'inversion de la dynamique chasseur-chassé. Désormais, les hommes sont des proies potentielles et ils vont subir toutes les conséquences négatives qui vont avec. Principalement donc, il y a la peur de mourir et surtout, ce sentiment d'impuissance face à plus fort que soi. Et là, on tient déjà notre premier point de discussion. Parce que cette frustration ressentie par les hommes face au fait d'être tués par un prédateur, on peut facilement la rapprocher à ce que les hommes eux-mêmes font subir à d'autres espèces. En fait, on peut carrément parler d'hypocrisie si on est un peu rationnel. Parce que mourir face à plus fort que soi, c'est juste le cycle naturel de la vie. Alors pourquoi les hommes en seraient exempts? Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas au-dessus des lois de la nature. 足りない脳を最大限稼働してよーく考えろ。お前ら豚や牛の命乞いに耳を貸したことがあるか？ Après, évidemment, dans ce genre de contexte, ce qui prime, ça va rarement être la raison, mais plutôt les émotions primaires et l'instinct de survie. Et c'est justement ce qu'on peut voir dans Seraph of the End ou The Promised Neverland. Personne ne veut ou va se laisser tuer juste parce que c'est le cycle de la vie et que c'est comme ça. Et si je mentionne ces deux œuvres en particulier, c'est aussi parce qu'elles présentent des protagonistes qui sont hyper jeunes, comme pour exacerber cette frustration qu'on ressent face à leur impuissance et leur innocence. Ils n'ont même pas encore réellement vécu qu'ils sont déjà confrontés à la mort. Par contre, si on considère Tokyo Ghoul ou Parasite, qui ont des protagonistes plus matures, on remarque que les auteurs se permettent plus de liberté et explorent d'autres thématiques. Ils montrent que les prédateurs ne sont pas spécialement mauvais. Ils tuent des hommes, certes, mais comme les hommes tuent du bétail, uniquement pour combler leur faim. D'où la notion d'hypocrisie humaine. Les hommes tuent sans accepter d'être tués, comme si seuls eux avaient la légitimité de le faire. Ces œuvres nous forcent donc à conscientiser cette dissonance et, par conséquent, à confronter nos incohérences morales. C'est quelque chose que le premier film de La planète des singes fait aussi extrêmement bien. Le film plonge un homme du XXe siècle dans une société dystopique dominée par les singes. Et en tant que spectateur, en voyant le traitement barbare qu'il va subir, on va naturellement remettre en question notre propre comportement vis-à-vis des autres espèces. C'est là toute la force du film, critiquer les violences de notre société moderne sans jamais l'expliciter. Damn you, you hairy scum! Shut up, you freak! Julius, you... I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Mais ce qui va rendre ces récits encore plus intéressants, c'est le conflit direct entre l'espèce humaine et cette nouvelle menace que sont ces prédateurs. Parce que dans ce contexte, tuer pour survivre semble inévitable, ça semble nécessaire. Mais est-ce vraiment le cas?
On en arrive alors à notre deuxième point de discussion. En fait, pour se défendre face aux prédateurs, les hommes vont repousser toujours plus loin leurs barrières morales et éthiques. Tout ça au nom de la survie de l'humanité. Sauf que cette manière de faire crée un certain paradoxe. Parce que pour sauver l'humanité en tant qu'espèce, les hommes vont bien souvent finir par sacrifier leur propre humanité en tant qu'ensemble de valeurs. 何も捨てることができない人には何も変えることはできない。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。 Mais à quoi bon survivre si on devient nous-mêmes les monstres qu'on cherche à éradiquer? C'est justement une des questions que nous pose Tokyo Ghoul tout le long du récit. Et pour accentuer le flou autour de cette question, l'auteur, Sui Ishida, présente habilement les deux camps de manière à ce qu'on s'attache autant aux hommes qu'aux ghouls. Alors, quand on voit un inspecteur du CCG, un homme donc, tuer une mère ghoul devant les yeux de sa fille, on finit inévitablement par s'interroger sur le sens de tout ça. Pourquoi cette mère n'avait-elle pas le droit de vivre avec sa fille? L'inspecteur qui l'a tuée a une fille lui aussi. Il connaît donc très bien cet amour. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de priver cette fille ghoul de sa mère, au nom d'une certaine humanité. Mais qu'y a-t-il d'humain à priver un enfant de son parent? La réponse est simple. Absolument rien. Rien ne justifie un tel acte, rien dans ce qu'il a fait n'est humain. Même si l'inspecteur pense contribuer à sauver l'humanité, en réalité, il est en train de la tuer, car il est en train de se tuer lui-même. C'est ça le message que cherche à nous transmettre Ishida. Être humain, c'est chercher à comprendre l'autre, chercher à cohabiter avec celui qui ne nous ressemble pas. C'est sans grande surprise donc que certaines ghouls nous paraissent être plus humaines que des hommes eux-mêmes. Et avec cette lecture, le personnage qui me paraît être le plus humain de toutes ces œuvres, c'est Hirokawa dans Parasite. Là, c'est le moment où je vais spoiler un truc important, donc si vous n'avez pas vu, je vous conseille de skip cette partie. Du coup, Hirokawa, c'est le maire de la ville qu'on voit toujours traîner qu'avec des parasites. Alors, naïvement, on pense que lui aussi, c'en est un de parasite. Jusqu'à sa mort, où on découvre qu'en fait, c'était juste un homme normal. Il est vraiment impressionnant parce qu'il a poussé son empathie et sa curiosité à un tout autre niveau. Il militait sincèrement pour le bien-être de la planète et de toutes les espèces qui l'habitaient, sans aucune discrimination. C'est pour ça qu'il militait aussi pour le bien-être des parasites. Il a reconnu en eux une forme de vie qui méritait d'exister au même titre que les hommes, voire même plus que les hommes. Mais le truc, c'est qu'il était tellement intriguant et unique que même les parasites ne le comprenaient pas forcément. Alors oui, c'était allié à lui, mais c'était plus par intérêt que pour une réelle convergence d'opinion. En fin de compte, il mourra seul et incompris, autant par les hommes que par les parasites, probablement car il était trop singulier. 広川か。最後までよくわからんやつだったな。お前らから見てもかなり珍しいんだろう？こういう人間は。Le seul autre personnage qu'il comprenait un tant soit peu, c'est Reiko Tamura. Elle aussi cherchait des solutions viables à la cohabitation, et elle finit même par apporter un début de réponse quand elle découvre que les parasites peuvent survivre avec un régime alimentaire similaire à celui des hommes. Ils ne sont donc plus prisonniers de leur statut de prédateur. Les parasites peuvent cohabiter avec les hommes sans les tuer. Mais cette solution, elle me dérange un peu, moi. Parce que les hommes non plus ne sont pas prisonniers de leur statut de prédateur. Pourtant, ils continuent sans cesse de tuer et de manger du bétail. Alors pourquoi leurs prédateurs à eux, que ce soit des ghouls, des parasites ou autres, devraient s'en priver? Je veux dire, les hommes ne sont pas si bons que ça que pour mériter d'être sauvés. Et ça nous renvoie encore à l'hypocrisie dont on parlait en début de vidéo. Ok, là c'est le moment parfait pour parler de Meruem, parce que cette problématique c'est un peu celle qui façonne toute son identité. À sa naissance, quand il découvre la cruauté du monde, il en conclut que les hommes ne méritent tout simplement pas d'exister. Ils sont trop faibles et trop mauvais avec autrui. Donc, celui qu'on considère nous comme étant un monstre nous renvoie lui-même à nos propres imperfections et à notre propre monstruosité. Mais le plus fascinant avec Meruem, c'est même pas ça, c'est son évolution au travers de ses discussions et de ses parties de Gungi contre Komugi. Elle lui fait découvrir un pan de la réalité qui ne lui était pas encore accessible. Elle lui fait découvrir sa propre humanité. Ce roi prédateur qui ne pensait qu'à tuer se trouve désormais face à la fragilité de la vie et il ne peut pas s'empêcher de vouloir la protéger. C'est ça aussi, être humain. Alors même si Meruem est né monstre, il ne fait aucun doute que lorsqu'il meurt, il meurt humain. Après, voilà, on parle de Togashi là, donc son message ne sera jamais si manichéen.
D'ailleurs, c'est bien pour ça que Netero existe dans cet arc. Pendant que Komugi faisait découvrir à Meruem la beauté de l'humanité, Netero, lui, montrait à la fourmi chimère toute l'étendue de la monstruosité humaine. Et comme un symbole, c'est cette même monstruosité qui viendra à bout du roi des monstres. Mais comme un symbole, toujours, c'est aux côtés de celle qui lui a montré la beauté humaine que ce roi des monstres choisit de se reposer. Si c'était pas pour le watch time, je vous laisserai 1 minute de blanc là, juste pour apprécier l'écriture de Togashi. Mais vas-y, il faut soigner les stats comme si on était un joueur NBA, alors je suis obligé de continuer. Après, au calme, on va reprendre avec un autre manga de Togashi si on en croit certaines théories, donc ça va, non? Bref, du coup, dans Jujutsu Kaisen, Akutami nous apporte une vision bien plus cynique de la chose à travers le personnage de Maito. Pour lui, personne n'est vraiment humain et personne n'est vraiment monstrueux. Les hommes et les fléaux existent tels qu'ils sont. Il n'y a pas un des deux camps qui est meilleur que l'autre. Simplement, voilà, il existe deux camps qui s'entretuent perpétuellement. Les fléaux tuent les hommes car ce sont des hommes et les hommes tuent les fléaux car ce sont des fléaux. Maito ne cherche pas d'explication ou de rationalisation à la situation. Et le plus intéressant ici reste le fait qu'il soit lui-même né de la haine et de la peur des hommes. Il est la manifestation de toutes les énergies négatives que l'humanité peut produire, comme s'il était apparu sur Terre pour venger les hommes d'eux-mêmes. Le plus troublant avec lui, c'est qu'il est plutôt convaincant. Genre tellement qu'il finira par remettre en question tout le système de croyances d'Itadori, et même par le convaincre qu'ils sont bel et bien les deux faces d'une même pièce. Itadori Yuji. Omae wa ore da. 認めるよ、真人。俺はお前だ。俺はお前を否定したかった。お前の言ったことなんて知らねえよって。今は違う。Faut avouer que c'est plutôt rare qu'un protagoniste assume sa propre brutalité de la sorte, mais clairement pas inintéressant. D'une certaine manière, il me rappelle un peu Eren, parce que lui aussi va assumer cette brutalité qu'il a au fond de lui. Sa quête de liberté et son désir de vengeance vont le mener toujours plus loin sur la voie de la destruction. Il veut vaincre ses ennemis à tout prix. Et Isayama l'utilise parfaitement pour raconter toute la noirceur de son monde. Parce que très vite va se poser la question sur l'identité réelle des ennemis d'Eren. Que combat-il réellement? Qui combat-il réellement? Ok, pause. Je crois que je m'emballe un peu là, donc je me dois de vous prévenir que je vais spoiler comme un porc à partir de maintenant. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, SNK propose une lecture encore plus sombre et plus pessimiste que ce qu'on pouvait lire dans Jujutsu. Maito disait à Itadori qu'ils se ressemblaient car l'un tuait les hommes comme l'autre tuait les fléaux. Mais Isayama va pousser cette idée encore plus loin. L'ennemi des hommes n'est plus simplement quelqu'un qui le ressemble. Cette fois-ci, l'ennemi des hommes est l'homme lui-même. Parce que les titans que les habitants de Paradis n'ont eu de cesse de combattre ne sont finalement rien d'autre que des hommes transformés. En fin de compte, cette barrière imaginaire qu'on s'était construite et derrière laquelle on s'était réfugié pour s'autoriser à tuer, s'effondre complètement. じゃあ、何か。俺は今まで必死こいて人を殺して飛び回ってた。ってのか。Depuis le début, donc, les hommes tuent des hommes. Depuis le début, les hommes tuent des monstres. Mais peut-on encore prétendre que ces titans sont des monstres si ce sont les soldats de Mar qui les ont rendus ainsi? Est-ce que ce serait pas plutôt eux qu'il faudrait qualifier de monstres? Autrement dit, qui est réellement le monstre dans cette histoire? Ceux qui peuvent littéralement devenir des titans ou ceux qui envoient des hommes devenir des titans? Perso, ce que je comprends de ma lecture et du message de l'auteur, c'est qu'au fond, tout le monde est un monstre à sa manière. Personne n'est vraiment bon, personne n'est vraiment humain. D'ailleurs, c'est pas pour rien si depuis le début de l'histoire, on a le point de vue des habitants de Paradis. Pendant qu'ils luttent pour préserver leur liberté sur l'île, le monde extérieur, lui, les considère comme la plus grande menace à la stabilité mondiale. Donc au final, en fonction du point de vue qu'on prend, les proies peuvent très bien devenir prédateurs. Bon, une chose est sûre en tout cas, c'est pas avec SNK qu'on va se mettre à rêver d'un idéal de cohabitation. Isayama a clairement choisi de dépeindre un monde plus sinistre, plus froid et d'une certaine manière même plus réaliste. Eren en est la représentation parfaite. Si on le compare à Tanjiro par exemple, qui a lui aussi perdu sa famille suite à une attaque de démons, le contraste entre les deux persos est flagrant. Là où le premier veut se venger à tout prix des titans en les exterminant tous, le second, lui, n'a jamais pensé à autre chose que sauver sa sœur en lui rendant son humanité. Ok, on arrive au bout de cette première partie, alors qu'est-ce qu'on peut dégager de tout ça?
Déjà, on voit qu'il y a deux grands courants qui émergent de ces œuvres. D'un côté, on a celles qui sont plus pessimistes, comme Jujutsu, SNK, ou même dans une certaine mesure Hunter x Hunter. Et puis, de l'autre, on a celles qui sont plus optimistes, comme Tokyo Ghoul, Parasite ou The Promised Neverland. Mais en vrai, faire une distinction comme ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est superficiel et même réducteur vu qu'on jette à la poubelle toutes les nuances que les auteurs cherchaient à raconter. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de faire des parallèles avec la vraie vie. Parce qu'au final, que ce soit un conflit entre deux espèces différentes ou deux ethnies différentes, le message, lui, reste le même. Et le message ici, il est plutôt simple. Ces œuvres nous montrent l'importance de la compréhension de l'autre. On n'est pas condamné à détester quelqu'un à qui on n'a jamais adressé la parole. Faut juste oser dépasser ses a priori et pas céder à la peur de l'inconnu. Donc en gros, si vous êtes raciste, c'est qu'en plus d'être con, vous êtes sacrément lâche et très peu curieux. Mais bon, ça explique pas tout, et justement, certaines de ces œuvres montrent bien à quel point l'endoctrinement et le désir de vengeance continuent d'alimenter la haine, et par conséquent, continuent d'alimenter les guerres. Waouh, genre là ça fait 15 minutes que je parle, c'est déjà la vidéo la plus longue de la chaîne et j'en suis encore qu'à la moitié. Si vous êtes encore là, j'imagine que c'est pas trop mauvais, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide à faire grandir la chaîne. Sur ce, reprenons la vidéo. Est-ce que vous connaissez le problème du bateau de Thésée? C'est une expérience de pensée qui porte sur la question de l'identité. Imaginez un peu, on a un bateau stationné quelque part qu'on entretient régulièrement, donc dès qu'une de ses planches s'abîme ou devient trop vieille, on la remplace. Ok, le truc c'est qu'au bout d'un moment, on aura remplacé tellement de ces planches qu'il ne restera plus aucune du bateau originel. Du coup, maintenant la question c'est de savoir si ce bateau c'est toujours celui de Thésée, ou si c'est juste un nouveau bateau. Autrement dit, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui constitue la véritable essence du bateau de Thésée. Est-ce que c'était les planches ou quelque chose de plus abstrait? C'est super intéressant, vous me direz, mais c'est quoi le rapport avec la vidéo là? C'est justement ce questionnement identitaire, et on va le retrouver chez des protagonistes comme Kaneki ou Izumi. En fait, à partir du moment où ils deviennent à moitié prédateurs, ils finissent par être à cheval entre le monde des hommes et celui des prédateurs, ce qui va inévitablement les amener à remettre en question toute leur identité. Ils cherchent à comprendre qui ils sont devenus, et surtout, ils veulent savoir ce qu'il leur reste encore d'humain. Maki-chan. 俺さ、普通の人間に見える。見えるよ。なんで？ En somme, ils sont une réinterprétation moderne du problème du bateau de Thésée. Qu'est-ce qui constitue la véritable essence de leur identité humaine? Est-ce que c'est leur corps ou quelque chose de plus abstrait? Je trouve ça intéressant de mettre les deux persos en parallèle parce qu'ils vont pas du tout avoir la même évolution face à cette situation. Là où Kaneki finit par s'accepter entièrement en tant que ghoul, Izumi, lui, ne cessera jamais de se considérer comme un homme avant tout. Et cette divergence peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, l'élément le plus important, c'est la nature même des ghouls et des parasites. Les deux espèces ne fonctionnent juste pas de la même manière. Maintenant, on pourrait aussi souligner le fait que Kaneki, après sa greffe, se met à côtoyer quasi exclusivement des ghouls, alors qu'Izumi continuera toujours de fréquenter des humains, que ce soit sa famille, ses amis ou sa copine. C'est pour ça que, malgré toute l'influence que Migi aura sur lui, qu'elle soit physique, mentale ou même émotionnelle, il se regardera toujours à travers un prisme humain. En gros, tout ça, c'est pour dire que l'environnement et les fréquentations d'un individu vont inévitablement influencer son développement. Ouais, je sais, on fait de la grande sociologie ici. Sinon, un autre point intéressant à traiter, c'est le rapport de Shinichi à son cœur. À de nombreuses reprises, il l'utilise comme une métaphore pour son humanité. 心の問題かな。何が？出なくなったんだよ。涙が何かを失ったような気がするんだ。人として大切な何かを。Quand il se sent moins humain parce qu'il a plus de mal à ressentir des émotions, il aura littéralement l'impression d'avoir un trou dans sa poitrine, un vide à la place du cœur. Et si vous avez vu Parasite, vous savez que c'est qu'à moitié métaphorique. Mais du coup, le truc vraiment cool avec ça, c'est que quand Izumi tue des parasites, il est obligé de détruire leur cœur pour s'assurer de leur mort. Sauf que ça rend son geste d'autant plus symbolique, pour lui qui accorde une si grande importance au cœur. En fait, avec ce geste, c'est comme si Izumi refusait l'humanité aux parasites jusque dans leur mort.
Bon, j'ai beaucoup parlé de Tokyo Ghoul et Parasite, mais il n'y a pas que ces œuvres-là qui ont un protagoniste qui se retrouve entre le monde des hommes et celui des prédateurs. D'ailleurs, c'est même un truc plutôt récurrent dans ce genre d'histoire. Les auteurs les utilisent souvent pour nous faire découvrir toute l'étendue et la complexité de leur univers. Par contre, ça veut pas pour autant dire que le perso va servir d'intermédiaire pour réconcilier les deux mondes. Plutôt, dans la vidéo, on a justement parlé des cas d'Itadori et d'Eren et qui laissaient place à leur monstruosité dans le but de servir leur propre intérêt. Dans le même style, on peut parler de Kafka dans Kaiju Number 8. Lui, il va accepter hyper facilement sa nouvelle identité de Kaiju parce qu'il réalise que ça va lui permettre d'accomplir son rêve et de sauver des vies. Enfin, on ne peut pas parler de protagonistes qui cèdent à leur monstruosité sans mentionner Gon au moins une fois dans la vidéo. En fait, tout son développement dans l'arc des fourmis chimères est fait en parallèle à celui de Meruem. Donc pendant que le monstre découvrait son humanité, l'humain, lui, sombrait dans la monstruosité. Mais contrairement aux autres protagonistes, il va pas devenir une fourmi chimère. Il va devenir quelque chose de plus troublant. Il va devenir adulte. Comme si pour grandir, fallait perdre en bonté et se laisser manger par sa haine et son désir de vengeance. En vrai, j'extrapole un peu, je sais, mais je l'aime plutôt bien cette lecture. Bon, c'est bien beau d'énumérer tous ces exemples, mais on en fait quoi maintenant ? On en tire des conclusions. Parce que ce que ces persos nous montrent, c'est qu'il existe bien quelque chose d'abstrait qui caractérise notre humanité. Pour certains, c'est le fait de ressentir des émotions, tandis que pour d'autres, c'est simplement le fait de vouloir protéger autrui. Mais dans tous les cas, l'humanité d'une personne ne dépend pas de son corps, mais bien de ce qu'elle a au fond d'elle. C'est ce que certains appellent une âme. Maintenant, pour finir, j'avais envie de pousser cette réflexion sur la problématique identitaire un peu plus loin. Et pour faire ça, il faut déjà commencer par s'intéresser aux différents systèmes de reproduction qu'on peut trouver chez les prédateurs. Je vous promets, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Si on prend les fourmis chimères ou les ghouls par exemple, elles se reproduisent naturellement et donc peuvent procréer et survivre en tant qu'espèce. D'une certaine manière, ça donne un sens à leur existence. Mais si maintenant on regarde les kaiju ou les fléaux, ils apparaissent d'une toute autre manière qui va complètement éliminer la notion de parentalité. Ils existent que pour eux-mêmes et s'ils meurent, c'est qu'ils ont été tués. C'est un peu le concept de démon, quoi. Et à cette problématique, Parasite va amener un point de vue particulier. Donc, le personnage de Reiko Tamura va tomber enceinte d'un autre parasite. Et ce qui est déconcertant ici, c'est que l'enfant qui va naître, c'est juste un homme normal, pas un parasite. Du coup, ça nous amène à questionner la viabilité des parasites en tant qu'espèce, vu qu'ils peuvent pas se reproduire et qu'en plus ils meurent de vieillesse. C'est comme s'ils avaient pris le pire truc chez les ghouls et les démons en même temps. Genre lose-lose, quoi. Par contre, l'autre truc à noter, c'est que Reiko finit par sincèrement s'attacher à son fils. Elle en prend soin comme le ferait n'importe quelle mère. Donc d'une certaine manière, on peut dire que cet enfant a humanisé Reiko. Ce qui n'est pas sans rappeler tout le propos du début de la vidéo avec l'inspecteur du CCG et la mère Ghoul. Ok, ça c'était pour l'union entre deux prédateurs, mais il se passe quoi quand il y a du métissage avec les hommes ? Si on en croit Tokyo Ghoul, qui est la seule œuvre à avoir vraiment exploré cette thématique, on se retrouve avec des enfants tourmentés, constamment en pleine crise existentielle. En fait, c'est un peu comme ce qu'on disait sur les protagonistes, dès lors qu'ils se retrouvent entre deux mondes. Ces enfants ne savent pas à quel monde ils appartiennent, et donc ils vont sans cesse se questionner sur leur identité. Perso, j'aime beaucoup l'idée parce qu'elle retranscrit à merveille ce que peut vivre un enfant perdu entre deux cultures dans la vraie vie. C'est d'ailleurs tout le propos d'un personnage comme Reiner dans SNK, même si Isayama a vraiment poussé le curseur à l'extrême avec lui. Sinon, pour en revenir à Tokyo Ghoul, il y a une interaction que je trouve particulièrement belle à ce sujet. Ce que décrit Ken ici, c'est exactement ce que peut ressentir un enfant qui se cherche et ne sait pas où est sa place dans le monde. Il ne sait pas à quelle culture il appartient réellement. それは違う。君はグールでもあり人間でもあるが、二つの世界に居場所を持てるただ一人の存在なんだよ。Et la réponse de Yukimura est d'une justesse sublime, parce qu'il transforme ce que Ken perçoit comme une faiblesse en une force, et il lui ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives d'avenir. Il n'a pas à être limité par sa pluralité identitaire, mais au contraire, il peut et doit en profiter pour grandir et devenir quelqu'un d'unique. Ok, je crois que c'est un message suffisamment beau que pour passer à la conclusion de cette vidéo. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai la flemme de faire une conclusion trop longue. Alors, pour résumer, voilà ce qu'on a appris aujourd'hui.
1. Ces œuvres sont intéressantes parce qu'elles montrent à quel point les hommes peuvent être hypocrites. 2. Ces œuvres sont cool parce qu'elles utilisent des contextes fantastiques pour nous raconter des choses très concrètes sur notre propre réalité, que ce soit les conflits interraciaux ou les questionnements identitaires. 3. Si vous êtes raciste, c'est que vous êtes con. 4. Sartre disait « l'enfer c'est les autres », mais moi je vais vous dire « l'enfer c'est tout le monde », parce qu'on est tous un peu des monstres à notre manière. 5. Et parce qu'on est des monstres, on doit faire l'effort de plus s'aimer les uns les autres. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voyez des trucs que je pourrais améliorer pour la prochaine. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Peace, 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 bye, peace, tchuss, bye.